On va aborder la deuxième table ronde. Donc, j'aimerais appeler les participants à cette table ronde, que sont Madame De Blanchard de la société Christofol, Monsieur Sub de la société Axins et Pascal Regard, chef du bureau E3 de la Direction générale des douanes. Alors l'enjeu de cette deuxième table ronde, c'est de montrer comment, avec là aussi des réglementations douanières, on peut vous aider à renforcer votre compétitivité et à maîtriser vos coûts. Ça, c'est le terme commercial commun. En douane, on appelle ça des régimes économiques douaniers. Donc ça, c'est notre terme à nous technique. Et encore plus technique, les REC. Donc si vous voyez un jour les REC, ce sont les régimes économiques douaniers. Donc, ces régimes économiques douaniers permettent plusieurs choses. Ils permettent d'importer des marchandises non communautaires. On n'est pas sur le territoire de l'Union européenne, on est sur les flux qui viennent de l'extérieur. Cette importation se fait en suspension, là on n'est pas à droit zéro, mais en suspension de droits de douane, de taxes, de mesures de politique commerciale. Et cette importation, elle a trois finalités. On ne peut pas importer en suspension n'importe comment, si je puis dire. On peut importer en vue de stocker, de transformer ou d'utiliser les marchandises. Ce sont trois types de régimes économiques que l'on détaillera tout à l'heure. Et une fois que cette opération s'est effectuée, stockage, transformation ou utilisation, la possibilité de ressortir les marchandises de l'Union européenne est ouverte. Et alors là, la suspension se transforme en exonération puisque les marchandises ne sont pas restées sur le territoire douanier, ou alors les marchandises, une fois cette opération de transformation, stockage ou utilisation effectuée, restent sur le territoire douanier de l'Union européenne, et donc là, il y a acquittement des droits et taxes, mais avec un léger différé qui peut être un avantage de trésorerie très intéressant. Donc le but, c'est de favoriser le développement de l'activité économique sur le territoire communautaire pour ces trois fonctions de production, transformation et distribution, et de renforcer bien évidemment la capacité concurrentielle de vos entreprises par ce différé de droits de douane à acquitter, voire même par cette suspension définitive si les marchandises repartent. Donc, pour vous expliquer tout cela de façon beaucoup plus détaillée, concrète et vivante avec les témoignages de nos deux participants, nous allons d'abord entendre les témoignages de Madame De Blanchard de la société Christofol et ensuite de Monsieur Sub de la société Axins, avec Pascal Regard qui va intercaler au milieu de ces deux témoignages une présentation un peu technique, un peu concrète des règles exactes qui sous-tendent ces régimes économiques. Donc peut-être, Madame De Blanchard, vous allez nous présenter votre société et puis surtout, quel est le régime économique que vous utilisez? Merci. Bonjour à tous. Donc la société Christofol est une société française qui est située à Paris intramuros depuis 1830. Nous sommes un atelier de création, de fabrication et de commercialisation de produits de haute joaillerie et haute horlogerie. Contrairement aux sociétés que nous avons vues tout à l'heure, nous sommes une TPE, puisque nous sommes 25 personnes et nous avons un chiffre d'affaires qui tourne autour de 4 millions d'euros. Nos clients sont des grandes marques internationales de joaillerie, en France bien sûr, mais également aux États-Unis, au Japon, en Suisse et dans l'Union européenne. Accessoirement, nous avons également une marque propre avec un point de vente séparé de nos ateliers. Bien que TPE, nous travaillons depuis les années 60 énormément à l'exportation puisque, bon an, mal an, nous avons entre 40 et certaines années 70% de notre chiffre à l'export. Donc nous avons, il y a déjà très longtemps, été sensibilisés à toutes les questions de douane.
Et nous avons tenté, et je crois à peu près réussi, à intégrer dans l'enceinte même de la société les mécanismes et les méthodes qui nous permettent à la fois d'améliorer notre compétitivité, d'avoir une meilleure maîtrise des coûts et d'avoir également une sûreté dans nos process beaucoup plus importante. Il faut dire qu'on manipule quand même des produits qui sont des produits sous très petit volume avec de grandes valeurs. Et l'une des pièces importantes, je dirais, pour pouvoir maîtriser tous ces process, c'est de pouvoir avoir la douane en interne intégrée et ne plus dépendre de commissionnaires en douane. Bien, merci Madame de Blanchard pour cette présentation très claire de votre société. Est-ce que vous pouvez maintenant nous décrire le processus industriel que vous mettez en œuvre? Alors, je vais prendre un exemple. Par exemple, nous avons un client, un horloger suisse, qui nous commande la fabrication d'une pendule artistique. Évidemment, comme c'est un horloger suisse, il va considérer qu'une société française est totalement incapable de faire une boîte de pendule et un cadran, donc il va nous l'envoyer. Donc nous allons recevoir sous un premier régime économique la boîte et le cadran que nous allons intégrer dans la pièce que nous allons fabriquer. Nous pouvons avoir besoin également de pierres, des émeraudes en provenance de Colombie, et que nous allons importer pour pouvoir les lui montrer de façon à ce qu'il fasse un choix. Ça va être un deuxième régime économique. Nous allons pouvoir avoir besoin éventuellement pour les chiffres que nous allons fabriquer ou pour les aiguilles de faire tailler sur œuvre des diamants baguettes en Israël. Ça va être un troisième régime économique. Bien, alors, dans le cas où l'un de vos clients est établi en dehors de l'Union européenne, cela peut arriver, effectivement, et que vous deviez importer des pierres, c'est ce que vous venez de nous dire, quelle est l'utilité, finalement, que vous voyez, que vous placez à travers un régime économique lorsque le bijou, finalement, est monté? À travers quel type de régime économique, finalement, mettez-vous en place ce processus? Alors, par exemple, pour le cadran ou pour des pierres que nous allons, que le client va nous envoyer, le régime économique va être le perfectionnement actif. Nous allons recevoir en perfectionnement actif ce cadran, cette boîte ou les pierres que le client nous envoie. Nous allons les intégrer dans notre fabrication et ensuite nous allons réexporter la pièce. Voilà. Et tout ceci en franchise de droits et taxes. Et tout ceci en franchise de droits et taxes. D'où l'intérêt, l'avantage de ce perfectionnement actif. Tout à fait. Alors, est-ce que vous utilisez également ce perfectionnement actif pour d'autres processus? Bien sûr, le perfectionnement actif peut également être utilisé en ce qui concerne des réparations. Tout ce qui peut être SAV. Nous avons un important client américain et parfois il nous retourne des pièces parce qu'elles ont été abîmées et donc nous les recevons en perfectionnement actif. Alors, vous l'avez dit, mais de manière plutôt subliminale dans votre introduction, vous utilisez également d'autres régimes économiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, nous utilisons l'admission temporaire. C'est-à-dire que nous pouvons avoir des pierres à montrer à un client sans savoir s'il va les acheter ou même nous avoir besoin de pierres sans savoir si nous allons avoir besoin de la totalité. Donc nous allons faire venir ces pierres sous le régime de l'admission temporaire, là aussi donc en franchise. D'accord. Et après, il y aura deux possibilités. Soit nous les achetons et à ce moment-là, nous faisons une importation définitive.
avec la possibilité, comme nous sommes exportateurs, d'utiliser ce qui s'appelle des AI2, c'est-à-dire un achat en franchise de TVA. Sinon, l'autre partie, nous la retournons. Nous faisons une réexportation des marchandises. Très bien. Alors, une question quand même importante et que je souhaite vous poser à ce stade de votre intervention. Est-ce que vous estimez que l'utilisation des régimes économiques est compliquée? Dites-nous tout, dites-nous la vérité. Non, elle n'est pas compliquée. Bon, évidemment, il y a toujours, je vous cacherai pas, il y a toujours le mythe qui reste, la douane fait peur. Bon, surtout dans les TPE, je pense. Hein. Mais non, l'utilisation d'un régime économique n'est pas compliquée. Par contre, il faut être strict. Voilà, je crois que ça demande une connaissance complète du produit, des éléments, en sachant que on trouve toujours, et ça c'est quelque chose, je crois, de très important, on trouve toujours un grand intérêt, si on a une hésitation, à prendre son téléphone et à appeler le service de douane duquel on dépend, pour leur dire, voilà, est-ce que là, il faut que je fasse comme ça, ou est-ce qu'il faut que je fasse autrement, plutôt que de dire, oui, je pense que c'est ça, le faire, et puis faire une erreur qui peut être, là, lourde de conséquences. Mais il faut une rigidité. Je dirais que ça doit être géré comme on gère une comptabilité. Comme on gère une entreprise. Et comme on gère une entreprise. Voilà. Alors, également une question importante à ce niveau-là de votre intervention. Est-ce que vous jugez aujourd'hui, après plusieurs années d'exercice en matière de régime économique, le bilan plutôt positif ou négatif éventuellement? Non, il est très positif. Il est très positif d'abord pour des questions de coût, parce que nous n'avons pas un responsable des douanes à plein temps. C'est quelqu'un qui le fait en plus d'autres actions dans la société. Et ça coûte quand même beaucoup moins cher que d'utiliser les services d'un opérateur en douane, d'un transitaire. D'autre part, au point de vue sécurité, c'est également un très gros avantage, parce que nous avons la certitude que toutes nos pièces restent sur place. Nous n'allons pas aller faire transiter jusqu'à un service de douane. Et enfin, c'est une aide pour la réactivité. Si je reçois un appel de mon client américain un jour à 2h de l'après-midi en me disant Dominique, on a besoin que vous veniez nous montrer telle pièce en urgence, je peux, et uniquement parce que j'ai la douane en interne, partir le soir même avec un billet d'avion en ayant fait mon document de douane et partir avec la marchandise. Merci pour ce témoignage qui est quand même très probant de la capacité que l'on peut tirer de certains régimes économiques et de ces réglementations douanières qui, sous un abord un peu barbare peut-être au départ, montrent quand même très bien que c'est un atout considérable si on sait les utiliser. Être rigoureux, mais ça, on a tous à l'être de toute façon, quelle que soit notre activité. Mais ce n'est pas si complexe une fois qu'on est lancé. Alors peut-être Pascal Regard, on aurait besoin quand même que tu nous détailles ce que sont ces différents régimes économiques. Madame de Blanchard nous en a cité plusieurs. Monsieur Stub nous en citera d'autres aussi certainement. Voilà. Mais on aurait besoin un petit temps d'arrêt réglementaire, court mais indispensable. Merci madame. Court mais indispensable. Alors tout d'abord, une définition. Qu'est-ce que sont les régimes économiques? Eh bien, ce sont des outils qui sont prévus par la réglementation communautaire et qui permettent aux entreprises d'être dans une situation concurrentielle, dans une situation économique avantageuse.
Les régimes économiques constituent tout d'abord un dispositif juridique communautaire particulièrement appréciable pour les sociétés parce que ces régimes leur permettent d'être concrètement en phase vis-à-vis d'une disposition harmonisée, une disposition communautaire. En clair, les règles du jeu sont les mêmes pour toutes les entreprises situées à l'échelon européen. Cette réglementation accompagne la croissance des entreprises, par exemple dans le domaine de l'exportation, des exportations françaises. Et également, ce qui est important de souligner, c'est que ces régimes couvrent la plupart des secteurs d'activité. Le secteur de l'agroalimentaire, le secteur pharmaceutique, le secteur des industries spatiales et aérospatiales, et j'en passe et des meilleurs. Les régimes économiques permettent également d'importer en suspension de droits et taxes. On vient de le voir avec l'exemple que vous venez de nous citer, Dominique de Blanchard. Donc c'est intéressant effectivement puisqu'il y a une suspension à ce niveau-là des droits et taxes, mais les régimes économiques permettent également de suspendre certaines mesures de politique commerciale. Un exemple, lorsque vous entreposez des marchandises, eh bien, si ces marchandises sont grevées de droits anti-dumping, eh bien, vous ne les acquittez pas, évidemment, sous réserve de réexporter ces marchandises à l'issue de son passage en entrepôt. Troisièmement, les régimes économiques eh bien, permettent, même si ici on est dans une salle et qu'on est pour évidemment la production en France, mais permettent également d'exporter des marchandises communautaires dans un pays tiers pour que ces marchandises communautaires soient ouvrées dans ce pays tiers et soient ensuite réintroduites avec une taxation sur ce qu'on appelle la plus-value. Je prends et je donne un exemple. Lorsque vous exportez en Inde du tissu et des boutons, eh bien vous pouvez ensuite réimporter évidemment des chemises destinées à la mise à la consommation sur le territoire national. Alors les régimes économiques, ce sont également des avantages forts. Tout d'abord, un avantage financier. Évidemment, on l'a dit et on le redira au fur et à mesure que cette table ronde continuera d'avancer, il y a une suspension des droits. Alors, c'est évidemment très avantageux si ces droits sont élevés, mais également ça peut être très avantageux si ces droits sont faibles ou relativement faibles, dans la mesure où l'importateur a un volume de flux et de valeur relativement élevé. Je prends un exemple. Vous importez des pièces détachées destinées à l'industrie spatiale ou aérospatiale. Le taux de droit de douane est de 2,7%, donc pas très élevé. Mais en clair, si vous avez un volume d'importation particulièrement important, cela sera évidemment quelque chose de particulièrement intéressant pour l'entreprise. Ensuite, il y a un avantage économique. Des gains de compétitivité, effectivement, existent, puisque ces régimes économiques, on l'a dit, le stockage, la transformation, l'utilisation, se retrouvent à toutes les phases finalement commerciales et industrielles de l'entreprise. Donc cela peut vous concerner quel que soit le moment ou le domaine d'activité qui est le vôtre. Et enfin, il y a un domaine commercial également très fort, puisque l'entreprise est en situation de force, clairement, lorsque elle est en sortie de régime économique, puisqu'elle choisit finalement son terrain. Est-ce qu'elle choisit de mettre à la consommation sur le marché national? Elle peut le faire. Est-ce qu'elle choisit finalement de transférer ses marchandises et faire en sorte que ces marchandises soient destinées au marché européen? Elle peut le faire et elle peut également réexporter les produits et donc à ce moment-là ne pas acquitter évidemment les droits de douane et la TVA. Les régimes économiques, en fait, si vous voulez, appartiennent à trois grandes familles. Il y a trois grandes familles de régimes économiques. Hélène Guillemets les a cités, mais je vais les reprendre de manière un peu plus détaillée. Trois grandes fonctions et finalement, à l'intérieur de ces fonctions, 6 régimes. La première fonction, c'est la fonction stockage, avec l'entrepôt douanier. Alors aujourd'hui, nous avons des entrepôts publics, des entrepôts privés également, avec des avantages différents, avec des contraintes également différentes. Ceux qui participeront aux ateliers de cet après-midi pourront avoir des informations complémentaires sur ces entrepôts. En clair, les marchandises sont importées en suspension de droits et taxes.
en suspension de mesures de politique commerciale également, et ensuite elles sont destinées, eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit à la réexportation, soit à une éventuelle mise à la consommation. Ce qui est important également de souligner, c'est que les autorisations qui sont délivrées pour les entrepôts douaniers sont délivrées de manière illimitée. Deuxième fonction, vous avez une fonction utilisation avec l'admission temporaire. Là aussi, on importe temporairement, pour les besoins de l'entreprise, une marchandise en suspension de droits et taxes, là également, en suspension également de mesures de politique commerciale, sous réserve que la marchandise soit réexportée en l'état. C'est la condition sine qua non pour bénéficier de ce régime qui est celui de l'admission temporaire. Alors vous pouvez par exemple importer des échantillons destinés à une prospection. Donc on peut le faire dans le cadre de l'admission temporaire. Ensuite, la troisième et dernière fonction, c'est la fonction de transformation. C'est la plus importante puisqu'elle comprend 4 régimes. Premier régime, le perfectionnement actif. On en a déjà parlé. En clair, cela permet à la société de gagner en compétitivité puisque les taxes sont suspendues. Donc ça, c'est un premier point. Donc c'est une véritable force pour elle à l'international. Et ensuite, il y a un sujet qui est important, c'est que ça permet de localiser ou de relocaliser la production en France. Sujet important. Le perfectionnement passif, là également, permet d'exporter des marchandises communautaires dans un pays tiers, donc de s'implanter dans ce pays tiers, de bénéficier éventuellement d'une main-d'œuvre à un coût effectivement plus faible qu'en France, mais en tous les cas, c'est un sujet. Et donc le perfectionnement passif est un perfectionnement important qui est tourné vers l'exportation. La transformation sous douane est un régime également utilisé dans le cadre de l'importation de pièces détachées. Donc vous importez des pièces détachées non soumises aux droits de douane et ne seront soumis aux droits de douane que le produit transformé. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu que dans certains cas, les droits de douane frappant les pièces détachées étaient plus élevés que les droits de douane frappant le produit fini. D'où l'utilité, d'où l'intérêt d'utiliser ce régime, celui de la transformation sous douane. Et enfin, dernier régime, la destination particulière, alors qui n'est pas encore un régime douanier. Je vois Jean-Michel Tillet qui confirme ce que je dis, parce qu'effectivement, c'est un régime un peu hybride aujourd'hui, puisqu'on ne suspend pas les droits, mais par contre, les conséquences de ce régime sont identiques à ceux des régimes économiques. Je m'explique. Lorsque vous placez une marchandise sous destination particulière, il y a une suspension ou une réduction des droits, sous réserve que vous affectez cette marchandise à une destination précise, à une destination particulière. Dernier point concernant la mise en place d'un régime économique. Alors évidemment, il faut que cela corresponde à un véritable projet, le projet de l'entreprise qui n'a finalement qu'une chose à faire, à déposer la demande. Sous réserve que cette demande, évidemment, soit correctement renseignée. Mais je vous rassure, encore une fois, cet après-midi, lors des ateliers, nous vous expliquerons de manière très précise, très claire, comment renseigner une demande d'autorisation de régime économique et comment éviter surtout certains pièges. Donc l'entreprise doit déposer une demande. Ensuite, eh bien, je dirais que c'est relativement simple, puisque la douane instruit cette demande et délivre l'autorisation qui en général est une autorisation qui court pour les 3 prochaines années, sauf encore une fois pour l'entrepôt qui lui est illimité. Ce qui est important de souligner finalement, c'est qu'à partir de ce moment-là, l'opérateur comme la douane connaissent les règles du jeu, puisque ces règles du jeu sont traduites, sont inscrites dans l'autorisation de régime économique. Important également de souligner, c'est qu'un régime économique n'est pas immuable. Il peut y avoir à un moment donné des avenants, c'est-à-dire qu'il y a un nouveau contrat qui est passé par l'entreprise et donc elle souhaite rajouter des marchandises, des pièces détachées qui n'étaient pas prévues dans l'autorisation initiale. Donc à ce moment-là, elle nous contacte et on lui délivre un avenant. Très important, et je conclurai cette intervention sur ce que vous avez dit, Madame de Blanchard, concernant
le suivi des régimes économiques. Car finalement, ça fait partie de la règle du jeu. Qu'est-ce qui est important? Ce qui est important, c'est de placer effectivement la marchandise sous le bon régime, mais également de suivre ensuite ce régime. Pour suivre ce régime, il y a des dispositions aujourd'hui qui sont prévues dans les dispositions d'application du Code des douanes communautaires qui prévoient effectivement qu'il y a des écritures de suivi pour suivre ce régime et qui permettront à la douane ensuite de vérifier que les flux, lorsqu'ils changent de statut au bon moment et au bon endroit. Voilà ce que je voulais dire sur les régimes économiques. Merci Pascal. Je pense que c'est un peu plus clair du coup pour tout le monde, même si il faut monter en compétence sur ces choses-là. Mais vous avez ces grandes familles qui sont maintenant peut-être un peu clarifiées et vous voyez peut-être d'ores et déjà sur quel type de process vous seriez davantage concernés. J'aimerais demander à Monsieur Sub de la société Axens, qui est responsable douane et logistique externe de cette société, de nous décrire, peut-être une présentation bien sûr au préalable de votre société, et puis de nous décrire quel est le régime économique que vous utilisez et qu'est-ce que ça vous a apporté. Merci, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité. Je vais vous parler un petit peu de ce que fait la société Axens. Alors on va parler un petit peu de chimie, j'en suis désolé. C'est un secteur intéressant et passionnant. La société Axens, en fait, est une filiale à 100% de l'Institut français du pétrole Énergie Nouvelle. C'est une entreprise qui est aujourd'hui leader mondial sur son marché, à savoir la fourniture de technologies avancées, de services et surtout la production de ce qu'on appelle des catalyseurs qui permettent en fait le raffinage et la conversion du pétrole, du gaz, de la biomasse en carburant propre. Ce sont des produits qui servent également à la purification des principaux intermédiaires pétrochimiques. La société Axens est jeune. La société Axens est née en 2001 de la fusion de la direction industrielle de l'Institut français du pétrole Énergie Nouvelle et d'une société qui s'appelait auparavant Procatalyse, qui était installée sur le site historique Péchinet dans les Cévennes, là où je viens, d'où je viens, pardon. Le siège social de l'entreprise est basé en région parisienne, à Rueil-Malmaison. Donc le site principal, je dis bien principal parce qu'il y en a d'autres de production, le plus gros de l'entreprise est basé sur ce site Céveso dans les Cévennes, dans la banlieue nord d'Alès. Nous y fabriquons donc toute la gamme de catalyseurs qui sont ensuite vendus à des clients. Ces clients, évidemment, vous en doutez, sont des clients, sont des grands groupes pétroliers qui opèrent des raffineries à travers le monde. Axens a cette double capacité, cette double casquette, à la fois de l'ingénierie du raffinage, c'est-à-dire que nous sommes capables de proposer des livres de process pour ces groupes pétroliers, leur permettant de mettre en œuvre des unités de raffinage, leur permettant de les faire fonctionner. Et d'un autre côté, donc d'apporter cette matière première, ce catalyseur, qui va permettre donc la conversion des coupes pétrolières dans des produits commercialisables que l'on peut retrouver dans la vie de tous les jours, dans les biens de consommation, vous en doutez, les plastiques, les bitumes, des naphtas, des aromatiques et évidemment le joli produit que vous mettez dans votre véhicule tous les jours. Notre but étant de dépolluer justement ces coupes pétrochimiques avec nos produits, avec cette réaction chimique qui va permettre d'enlever des produits que l'on ne veut pas retrouver dans l'atmosphère, que l'on ne veut pas retrouver dans nos narines non plus, de l'arsenic, du mercure, du soufre, des choses pas très très sympathiques à respirer. Voilà, c'est l'essence même de cette société. Quoi vous dire d'autre sur Axens? Nous avons énormément grossi, allez je lance le terme, ces 10 dernières années, principalement via une croissance externe. Nous avons acquis 3 sites de production aux États-Unis, un site de production au Canada. Nous sommes actuellement en train d'en construire un autre en plein désert de l'Arabie Saoudite pour répondre aux besoins du marché, évidemment, puisque nos clients sont principalement basés sur les zones, vous en doutez, où on trouve du pétrole actuellement. Donc c'est l'Asie du Sud-Est, c'est le Moyen-Orient, c'est la Chine, c'est la Russie qui est en pleine expansion à ce niveau-là. Voilà. Oui, donc un bel enjeu là aussi, une société qui touche une des matières premières qu'on utilise tous, et du moins sur laquelle on a tous un avis.
Alors, comment en êtes-vous venu au régime économique et lequel, finalement, avez-vous utilisé? Peut-être plusieurs, même, je crois. Oui, tout à fait. Alors, le premier besoin de l'entreprise, c'est un besoin évidemment de transformation, puisque nous produisons sur notre usine principale dans le Gard l'équivalent de 30 000 à 32 000 tonnes de produits finis chaque année. Donc, nous avons évidemment besoin d'une matière première, et une matière première bien spécifique qui est fabriquée dans notre usine américaine. Donc, c'est un fournisseur un peu différent de ce qu'on a pu connaître tout à l'heure. Ça fait partie du groupe Axens. On a établi cette entreprise aux États-Unis, dans l'État de Géorgie, pour justement fabriquer cette matière première essentielle et principale à la fabrication du catalyseur en France. Donc nous importons cette matière première. Cette matière première, c'est de l'hydroxyde d'aluminium, c'est de l'alumine. C'est ce qui directement, chimiquement, c'est la transformation du minerai de bauxite qui permet également de fabriquer l'aluminium, métal, mais c'est un processus totalement différent. Donc cet hydroxyde d'aluminium est importé par bateau, bien sûr, depuis les États-Unis, arrive jusqu'à notre site gardois, est placé en régime économique, en suspension totale de droits de douane et de taxes, sous le régime du perfectionnement actif, un perfectionnement actif suspension, donc comme son nom l'indique, en suspension des droits de douane. La matière première est mise en œuvre dans notre outil de production, via une savante recette de fabrication. On y mélange également d'autres produits communautaires. Et puis il en ressort donc ce produit fini catalyseur, commercialisable, directement utilisable par nos clients finaux. Le but pour nous, évidemment, vous l'avez compris, nos zones commerciales se situent plutôt en extérieur de l'Union européenne, à 90-95%. Donc nous réexportons ce produit fini, nous réexportons ce catalyseur, ce qui nous permet d'être totalement exonérés des droits de douane sur l'importation de notre matière première qui a été mise en production. Donc c'est évidemment un processus qui est extrêmement intéressant pour nous, à plusieurs points de vue. Point de vue financier, évidemment, on l'a dit tout à l'heure. D'un point de vue de la souplesse d'utilisation, ce régime économique va nous permettre d'économiser sur un an, si on veut parler de chiffres, l'équivalent d'environ 1 million d'euros en termes de droits de douane, ce qui est quand même conséquent. Ce qui est conséquent, pourquoi? Parce que nous produisons en France. Et cette économie de droits de douane vient directement réduire l'impact financier sur le coût de revient de production de nos produits. Donc c'est très intéressant. Et puis ce n'est pas si compliqué que ça. On l'a dit tout à l'heure, mais véritablement c'est accessible. Il suffit de bien préparer son dossier, il suffit de bien réfléchir à son flux en amont, de bien réfléchir à ce qu'on appelle aux produits compensateurs, c'est-à-dire aux produits finis que l'on va mettre dans cette autorisation douanière, dans cette sollicitation du régime, et puis de bien définir surtout, c'est surtout vrai en chimie, de définir des taux de rendement, c'est-à-dire quelle quantité de matière première va permettre de fabriquer les produits finis. 1 kilo de matière première importée va fabriquer X kilos de produits finis commercialisables et réexportés. Voilà, c'est une constante, c'est quelque chose que l'on doit analyser, que l'on doit prendre en compte avec différentes contraintes chimiques, avec des contraintes de perte pendant la production, de choses comme ça. Et donc, cette donnée de taux de rendement va être également déclarée sur le document qui nous sert à solliciter le régime, l'annexe 67. Donc, il y a évidemment cette contrainte, entre guillemets, de bien préparer le dossier. Mais bon, je pense que même dans d'autres sujets que le sujet douanier, on doit bien préparer son dossier. Donc, c'est le cas encore plus peut-être au niveau des régimes économiques, mais c'est totalement accessible. Après, évidemment, comme l'a dit Monsieur Regard, l'essentiel est de bien suivre ce qu'on appelle l'apurement du régime, c'est-à-dire sa mise en œuvre, c'est-à-dire les produits qui vont rentrer dans le régime, les matières premières, et les produits qui vont en ressortir, donc les produits finis qui vont être réexportés. Cette comptabilité matière, ce n'est pas compliqué, c'est la comptabilité que chacun peut faire à la maison, c'est une entrée, c'est une sortie, il n'y a absolument rien de compliqué. Aujourd'hui, si certains opérateurs ont des procédures domiciliées de dédouanement avec des logiciels qui permettent également de le faire, je pense à des logiciels comme Connex, sans faire de publicité, excusez-moi. Je vais citer l'autre, EasyLog par exemple. Voilà, c'est ce qu'on doit faire dans ces cas-là. Un troisième, s'il vous plaît. Je ne le connais pas, vous m'excuserez. Je connais que ces deux-là. Voilà, ces logiciels permettent de gérer assez facilement pour des régimes de perfectionnement actif et de perfectionnement passif des comptabilités matières.
On peut également faire agréer par notre bureau de douane de rattachement une comptabilité matière classique sous Excel, donc qui est peut-être un peu plus pratique selon ce qu'on a à y mettre. Voilà, tout est possible. La sollicitation est vraiment simple. C'est un document qui est simple à remplir. Alors, il peut paraître compliqué quand on l'a sous les yeux, mais il suffit de, comme l'a dit ma collègue, de donner un petit coup de fil à votre douanier préféré. Et puis l'explication va être très vulgarisée. Il va vous aider à le remplir sans aucune difficulté. Voilà ce qu'on peut dire sur le perfectionnement actif. C'est vraiment quelque chose qui nous permet, je le dirais peut-être en conclusion, mais d'être aujourd'hui compétitif face à un marché international extrêmement rugueux, face à l'émergence de nouveaux concurrents chinois, indiens, qui évidemment n'ont pas forcément les mêmes coûts de production, n'ont pas forcément le même coût du travail. Donc ça nous permet de rester debout et même de croître dans un contexte international compliqué. Merci pour ce témoignage. Je crois que le bilan coût-avantage, au moins pour les 2 témoignages que nous avons eus, est très clair. Alors c'est vrai qu'il faut se lancer, c'est vrai qu'il faut appréhender une réglementation, une matière particulière, mais finalement, est-ce que c'est plus complexe que vos propres process industriels, vos propres lignes d'approvisionnement ? Je ne pense pas. Enfin, en tout cas, c'est aussi complexe, mais peut-être pas plus. Et au final, l'avantage est réel. On peut peut-être parler de l'avenir, Pascal. C'est-à-dire qu'on va avoir quelques évolutions en matière de régime économique. Donc, je pense qu'on détaillera cet après-midi la façon dont on peut servir cette demande d'autorisation, la façon dont vos produits sont ou non admissibles, mais je pense que là, le discours était quand même très ouvert. Mais peut-être avoir un tout petit coup de projecteur sur ce qui va arriver en matière de régime économique pour que vous voyez qu'en plus, le paysage peut se simplifier et être encore plus accessible. Cela a été déjà annoncé ce matin, vous le savez tous, et je crois que c'est clair maintenant dans l'esprit de chacun. Dans quelques années, le 1er mai 2016, nous allons avoir un nouveau texte, un code des douanes qui s'appelle le Code des douanes de l'Union. Dans ce Code des douanes de l'Union, il y a un titre, le titre 7, qui traite des régimes économiques. Nous sommes en train de négocier ce titre 7 encore à Bruxelles dans le cadre des dispositions d'application de ce code à travers des actes qui s'appellent les actes délégués et les actes d'exécution. Simplement, au vu des rounds qui se sont tenus jusqu'à présent, on peut dire effectivement que les régimes économiques vont devenir plus simples et plus souples, plus doux pour les entreprises demain. D'abord, ils vont changer d'appellation. Ils vont plus s'appeler des régimes économiques, mais des régimes particuliers. Bon, voilà. Donc il faut bien se le mettre dans la tête, bien s'approprier ce terme, ça va devenir des régimes particuliers. Il va y avoir une fusion entre le perfectionnement actif et la transformation sous douane. Donc en clair, la transformation sous douane, dont je vous ai vanté les mérites il y a quelques instants, disparaît. Plus qu'un seul régime, le régime de perfectionnement actif. Nicolas Sub nous a dit qu'il pratiquait l'un des types de PA aujourd'hui qui s'appelle le PA suspension. En fait, on aurait pu dire qu'il existe également aujourd'hui un autre type de PA, perfectionnement actif, le PA rembourse. C'est-à-dire, au lieu de suspendre la fiscalité, eh bien, vous la quittez d'abord et on vous la rembourse quand la marchandise quitte le territoire de l'Union européenne. Le PA rembourse, dans le cadre de ce nouveau texte, disparaît également. Il n'y aura plus que du PA suspension. Et chose très importante, le mode d'appurement normal du PA, aujourd'hui, c'est la réexportation. Demain, ça sera la mise en libre pratique et la mise à la consommation. C'est-à-dire qu'on mettra naturellement à la consommation ces marchandises que l'on aura placées préalablement en suspension. D'où également un intérêt évident et important en termes de trésorerie, c'est qu'aujourd'hui, quand on met les marchandises à la consommation après les avoir placées sous un régime suspensif, on paye des intérêts compensatoires à l'Union européenne. Demain, il n'y aura plus d'intérêts compensatoires à payer. Donc, en clair, un régime plus accessible, plus souple, plus simple. Je vous ai dit 2 mots du perfectionnement passif. Également, aujourd'hui, il y a 2 modes finalement de taxation. Une taxation dite différentielle et une taxation à la plus-value. Demain, on ne retiendra plus qu'un seul mode, le plus simple,
la taxation à la plus-value. L'admission temporaire ne devrait pas changer. La destination particulière, je l'ai déjà dit, va devenir un vrai régime particulier, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et s'agissant des entrepôts, ce qu'il faut retenir, c'est que, 1, les entrepôts publics et privés demeureront. Là, il n'y a pas de changement, c'est comme aujourd'hui. Par contre, il est possible que l'un des entrepôts privés qui est utilisé aujourd'hui, qui est très utilisé aujourd'hui, disparaisse. C'est l'entrepôt de type D. L'entrepôt de type D permet aujourd'hui de dédouaner H24. Ça, c'est une souplesse énorme. Et il permet également de prendre la valeur de sortie correspondant à la valeur d'entrée dans l'entrepôt des marchandises. Donc sur ce point-là, comme je vous l'ai dit, il y a encore des négociations en cours et je pense qu'on y verra un peu plus clair à la fin de l'année. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette évolution réglementaire. Un autre point important concernant un applicatif, un outil que nous utilisons déjà, que vous utilisez déjà, qui s'appelle Soprano. Soprano, c'est un outil dématérialisé qui permet aujourd'hui aux entreprises de faire les demandes en ligne concernant le renseignement tarifaire contraignant, qui permet également aux entreprises de déposer leurs demandes en matière d'opérateurs économiques agréés, de déposer des demandes en matière d'intervention dans le cadre de la lutte contre les contrefaçons. Demain, c'est vraiment demain, puisque ça devrait se passer à la fin du premier trimestre 2015, eh bien, nous allons embarquer également ces régimes économiques qui ne seront pas encore des régimes particuliers dans Soprano. Et donc, vous pourrez déposer vos demandes en ligne, suivre la recevabilité de votre demande, l'instruction de votre demande et également déposer des avenants en ligne. Donc, plus de modernité, plus de facilitation, plus de convivialité. C'est important d'être dans le feu de l'actualité, dans les négociations du nouveau code et dans la rédaction des actes d'exécution. Nous avons à cœur, quand nous sommes dans ces négociations avec Bruxelles, d'aller plus loin encore dans les facilités ou du moins dans la dimension économique que doivent revêtir ces régimes et ces procédures. C'est pour cela que, par exemple, le perfectionnement actif, dont on a beaucoup parlé et pour lesquels les témoignages étaient très, très probants, en principe, c'est un régime qui suppose que la marchandise reparte. Et c'est pour ça qu'il y a suspension des droits. Si elle reste, on accepte, mais on fait payer des intérêts. Cette évolution du code dont a parlé Pascal est fondamentale. Le perfectionnement actif, désormais, supposera de la même façon que les marchandises puissent rester sur le territoire et que donc cette suspension de droits soit un véritable avantage de trésorerie sans intérêt complémentaire si les marchandises ne sont pas réexportées. Donc on voulait, bien sûr, pour le moment ce n'est pas encore en vigueur, mais 1er mai 2016, on voit tous que c'est demain, qu'il faut peut-être un peu de temps pour que chacun d'entre vous puissiez aborder ces sujets, commencer à les maturer et se rapprocher de nous pour faire des demandes, mais vous donnez tout de suite les clés du nouveau dispositif. Alors peut-être, avant de laisser la parole à la salle, pour nos acteurs d'aujourd'hui qui ont déjà des autorisations et sur lesquels finalement ne figurent pas ces facilités, comment ça va se passer, Pascal? Est-ce qu'on va les obliger à tout refaire? Est-ce que on est dans une situation où il y a un Big Bang? Non, de toute façon, il faut avoir à l'esprit qu'effectivement, le 1er mai 2016, il n'y aura pas de Big Bang. Il n'y aura pas de Big Bang pour les régimes économiques, il n'y aura pas de Big Bang pour les opérateurs agréés, économiques agréés. Également, nous procéderons à un réexamen de leurs autorisations, de leurs certifications au fil de l'eau. Est-ce que vous êtes inquiète, Madame de Blanchard? Non, pas particulièrement. Bien, écoutez, je pense qu'on a fini pour notre part de vous présenter ces dispositifs. Je vais ouvrir la parole à la salle. Peut-être qu'avez-vous des questions. Je sais que beaucoup d'entre vous sont inscrits aux ateliers de l'après-midi, mais on peut quand même prendre quelques questions sur ces thèmes-là. Oui, monsieur ? Si vous pouviez vous lever, ça serait très aimable.
Oui, je vous ai entendu, oui. Alors effectivement, aujourd'hui, en matière de régimes économiques, les garanties ne sont pas obligatoires. Demain, elles le deviendront, sauf pour les opérateurs économiques agréés, qui seront toujours dispensés de garantie, de déposer une garantie dans le cadre de la mise en œuvre de leurs régimes économiques. L'entrepôt douanier est garanti, le perfectionnement actif est garanti, le perfectionnement passif un peu moins, de mémoire, et l'admission temporaire fait l'objet aussi d'une garantie qui est imposée à 100% par l'Union européenne. Par exemple, l'admission temporaire peut, alors on a parlé des échantillons, mais ça peut permettre aussi de faire circuler de façon itinérante dans une exposition ou dans plusieurs expositions sur le territoire communautaire des marchandises, des tableaux, toute marchandise qui peut faire l'objet de salons. Donc là, la garantie est très importante à mettre en place puisque la marchandise va bouger de lieu en lieu et il faut qu'on soit certain que tout le monde la suive. C'est-à-dire nous, on va la suivre, mais vous également. Et dans la mesure où une garantie est imposée, on présuppose que cette mise en place de garantie vous aide à être aussi vigilant que nous le souhaitons. Enfin, je dirais que les garanties sont quand même relativement simples et faibles, puisque ce qui est demandé, c'est une caution bancaire, et que selon certains types, enfin en ce qui concerne la TVA en tout cas, selon certains types de régimes, et peut-être selon certaines matières, ça je ne sais pas, mais la douane ne demande pas toujours la caution du 100% de la TVA, mais uniquement d'un montant partiel de la TVA. Voilà. En fait, la garantie en matière de régimes économiques est calée à celle que nous utilisons en matière de transit. Donc, elle peut être de l'ordre de 50% des droits, voire de 30% des droits. En clair, aujourd'hui, et vous venez de le rappeler, effectivement, ces garanties ne sont pas exigées pour tous les régimes économiques. Demain, avec le Code des douanes de l'Union, par contre, il va y avoir une garantie pour tous les régimes économiques. Encore une fois, c'est ce que j'ai dit, sauf si l'opérateur est opérateur économique agréé. Une autre question, peut-être ? Oui, Jean-Michel. Oui, j'en ai une. S'il vous plaît. Je suis là. Oui. Bonjour, Charles-Édouard Ranchin. À titre personnel, j'ai écrit un livre blanc sur la relocalisation. Ma question, j'aime beaucoup les douanes, je connais tous les perfectionnements, tous les régimes économiques. À titre professionnel, j'en utilise tout ce qu'on peut. Pensez-vous que demain, puisqu'on parle de demain, la douane ne pourrait pas être conseil envers les entreprises sur les positions tarifaires des produits ? Je m'entends par là, est-ce que tous les régimes suspensifs, tous les régimes économiques sont très intéressants, mais beaucoup d'entreprises importent des produits finis de pays tiers hors Union européenne. Et je me suis rendu compte lors de mes travaux de recherche que si c'est des importations de produits semi-finis, ça va avoir une telle position tarifaire. Si c'est un produit fini, ça va avoir une autre position tarifaire. Et il s'avère pour des entreprises, ça peut être un axe. Ça peut être un axe de relocaliser une production en France, puisque le thème c'est la relocalisation. Est-ce que vous ne pensez pas que les douanes pourraient être beaucoup plus ou venir accompagner les entreprises dans ces calculs de position tarifaire sur des produits semi-finis ou totalement finis? Voilà. Excusez-moi, je crois qu'on a tous ri parce que vous avez pris le micro, le deuxième, mais vous ne l'avez pas pour autant utilisé. J'ai le deuxième micro, tout le monde a entendu ou je répète? Non, est-ce que vous ne pensez pas que dans ce contexte de relocalisation d'entreprises et de compétitivité, donc un produit semi-fini va avoir une position tarifaire qui va être différente du produit fini, de la position tarifaire du produit fini, donc des droits à payer à l'importation. Et moi, en parlant de demain, est-ce que vous ne pensez pas que la douane devrait accompagner les entreprises en disant, par exemple, bêtement, pour avoir fait le calcul sur des produits électroniques, si l'entreprise A importe ses produits électroniques sur des positions tarifaires différentes, j'entends carte électronique, écran séparé, etc., l'entreprise sera beaucoup plus compétitive et paiera beaucoup moins de douane que le produit fini. Et c'est un axe de relocalisation, de production ou de chaîne d'assemblage pour les entreprises françaises. Voilà. Donc ma question, c'est
Pensez-vous que la douane, demain, pourra accompagner les entreprises dans ce contexte-là sur des conseils en position tarifaire de produits finis ou semi-finis? Alors demain, je ne sais pas, mais je pense que oui, parce que nous le faisons déjà, en fait. Une des activités du bureau E1 qui était présent lors de la première table ronde et qui va être présent lors de la troisième table ronde, une des activités de la Direction générale des douanes est de proposer des renseignements tarifaires contraignants à tout opérateur qui en fait la demande, de façon à lui permettre d'avoir une classification de son produit qui est normée, certifiée, et qui permet d'être opposable dans toute l'Union européenne et donc dans toute situation d'importation de ce produit. Donc ça s'appelle un RTC, un renseignement tarifaire contraignant. Cela est soumis à une réglementation communautaire, c'est-à-dire qu'un RTC, c'est une politique communautaire aussi de l'Union européenne, que chaque État membre puisse être à l'écoute de ses opérateurs pour aider à classer les marchandises. Dans ce service, on a une quarantaine de personnes, c'est assez important dans un service central, une quarantaine de personnes qui reçoivent en permanence de la part de tout opérateur une demande de classement tarifaire, soit sur un produit fini, soit sur un semi-produit fini, semi-fini. Et cette classification, parfois nous ne pouvons pas la faire tout seul, donc nous utilisons une fois de plus le réseau du laboratoire des douanes qui nous aide à identifier quels sont exactement les composants d'une marchandise et la position tarifaire, la nomenclature tarifaire et le droit de douane associé qui sera dû à l'importation. Donc je pense que demain nous serons encore plus armés pour faire ce travail-là. Nous le sommes déjà beaucoup. Nous avons une moyenne de 350 délivrances de renseignements tarifaires contraignants par mois. Et jusqu'à présent, les opérateurs français qui ont fait ces demandes-là ont pu après être dans une sécurité de leurs approvisionnements par la démonstration du certificat qu'ils présentent lorsqu'ils importent leurs marchandises. Si je peux juste compléter ce que vous venez de dire, puisque le cas se présente aussi régulièrement dans notre entreprise, de savoir si nos produits, nos marchandises, produits finis sont correctement classés au niveau de leur espèce tarifaire. Le bureau douane local, sans parler tout de suite de RTC, qui va être la dernière étape, on va dire, le bureau douane local déjà nous aide dans cette démarche à nous trouver ou à nous confirmer plutôt, même si ce ne sont pas des chimistes, même si ce ne sont pas forcément des scientifiques, à nous confirmer au moins le SH4, les 4 ou les 6 premiers chiffres de la codification douanière. Ensuite, on a tout un tas d'outils aussi à notre disposition sur Internet, que ce soit sur le site RITA, ProDouane, ou d'autres sites spécialisés, ou même les encyclopédies douanières des différents logiciels que j'ai cités tout à l'heure et que je ne reciterai pas. Voilà, donc on a déjà pas mal d'outils à notre disposition pour pouvoir le faire sans forcément être technicien du produit. Moi, je ne suis pas moi-même chimiste, je travaille dans la chimie. Parfois, c'est très compliqué de classer des produits. Quand vous avez un bulletin d'analyse avec des noms chimiques qui font 25 ou 30 lettres, c'est pas forcément simple. Donc, on a à notre disposition des outils et le relais du bureau douane qui peut également nous aider. Effectivement, quand on arrive à une butée et qu'on ne sait plus faire, il y a le renseignement tarifaire contraignant qui est là et qui nous permet définitivement de statuer sur un code douanier. Donc ça existe. Pour répondre à la demande de monsieur, ça existe. C'est clair que la proximité des bureaux de douane et des services douaniers doit être la première des démarches. Après, on peut monter toujours d'un cran, sauf pour les restitutions et contingents tarifaires, où là, on est vraiment en compétence direction générale. Mais autrement, sur tous les sujets, vous avez votre bureau de douane préféré ou votre douanier préféré qui peut vous renseigner. Alors peut-être encore juste une précision sur ce classement tarifaire, même si c'est pas forcément l'objet de la table ronde, mais je pense que ça peut intéresser tout le monde. En termes d'outils, on va avoir aussi un nouveau référentiel qui s'appelle RITA, référentiel de tarif intégré, j'oublie le I, mais bon, qui permettra à chaque opérateur, c'est pour les services douaniers et c'est pour les opérateurs, qui permettra à chaque opérateur, par mots-clés, par critères de recherche, d'effectuer une recherche sur la nomenclature tarifaire qui doit être associée à son produit.
On va le mettre en déploiement, enfin il est déjà déployé, mais on est en train de faire des évolutions assez structurantes en termes d'ergonomie et de facilité de recherche. Là, c'est pour demain, puisque c'est prévu pour début d'année 2015, où cet outil sera une vraie aide déjà pour vous, primo-déclarant, opérateur qui n'a pas trop la connaissance encore de ces sujets-là. Ça sera une aide, une première démarche, voire même la dernière si vous réussissez à identifier tout de suite votre marchandise pour classer votre produit dans la nomenclature douanière. L'évolution ultérieure de l'outil, ça sera que cette classification douanière sera également accompagnée du montant des droits de douane qui sera associé. La parole à Jean-Michel Tillier, chef de service de la douane. Destination au sens géographique, mais parce que je ne sais pas quel est le niveau de connaissance dans la salle, c'est une destination au sens de l'utilisation des produits. Je crois qu'il faut quand même le préciser. Donc on est dans le cadre de filière automobile, filière aérospatiale, et une pièce détachée qui va servir à un avion, elle rentrera en droit réduit ou en droit nul à partir du moment où elle va être montée effectivement sur un avion. Donc c'est ça la destination particulière, avec une chaîne qui relie les différents sous-traitants qui interviennent donc dans cette chaîne. Donc c'est absolument pas une chaîne, enfin une destination au sens géographique du terme. Je souhaitais le préciser. Deuxième point et deuxième complément. Ces régimes économiques qu'on vous a présentés aujourd'hui, vous pouvez les faire vous en direct. C'est le cas de la société Christofol que Madame de Blanchard a bien expliqué. Vous pouvez aussi recourir à des commissionnaires en douane quand même. Ils seront aussi là pour vous aider, pour vous conseiller. La douane, elle est certes présente. On a des pôles d'action économique qui sont très dynamiques. C'est aussi le rôle de conseil des commissionnaires en douane. Donc, vous pouvez aussi vous faire aider donc, par ces commissionnaires en douane. Je tenais quand même à le signaler. Et un troisième point sur les cautions. Aujourd'hui, le seul régime qui ne soit pas cautionné, c'est celui de la destination particulière, qui n'est pas un régime. Ce que le code va introduire, en fait, et ce qu'a dit Pascal Regard, c'est la caution pour tout le monde. Donc la nouveauté, c'est bien la caution qui sera prise sur la destination particulière sur laquelle j'avais commencé mon propos. Merci. Merci Jean-Michel pour ces précisions. Peut-être encore une question? Oui, madame? Oui, bonjour à tous. Ça marche? Oui? Non? Oui, ça marche. Véronique Bouillet, Eurosérum. Je voulais revenir sur l'horizon 2016, puisque M. Regard nous annonce une suppression de la taxation différentielle, et pour ne retenir que la taxation sur la plus-value. Comment se feront les taxations de perfectionnement passif pour les produits soumis à droit de douane spécifique, notamment tous les produits agricoles? Alors effectivement, c'est une question que nous avons traitée et vue dans le cadre des négociations que nous avons entrepris avec la Commission et les 27 autres États membres. Pour l'instant, effectivement, et vous le savez, donc la position de la France a été de défendre la position qui était celle d'appliquer sur les régimes de perfectionnement passif une taxation différentielle pour les produits agricoles. Malheureusement, pour l'instant, si vous voulez, cette proposition n'a pas été retenue. Donc, je comprends parfaitement finalement vos interrogations, mais clairement, pour demain, tel que la Commission nous l'a dit et exprimé, il ne devrait plus y avoir qu'un seul régime de taxation, c'est la taxation à la plus-value. Je crois qu'il faudra de toute façon qu'on se voit. Non, alors là, je crois que là, c'est non. Je crois que c'est là le rêve de tout opérateur, qu'il n'y ait pas de taxation, qu'il n'y ait plus de taxation. Malheureusement, il y aura toujours une taxation. C'est un vrai sujet, c'est un sujet de toute façon pointu.
qu'on avait pointé d'ailleurs avec vous lors des entretiens que nous avions eus avec les fédérations lorsque nous étions déjà intervenus sur les régimes économiques. Je crois qu'il va falloir de toute façon qu'on se revoie pour définir ensuite des modalités peut-être en interne correspondant finalement à votre trafic et à ce que vous souhaitez. Bien, écoutez, je pense qu'on va clôturer sur cette... la dernière alors. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Jean-Pierre Amar, chef du pôle action économique de la douane de Paris-Est. Juste de précision, la première, c'est qu'il y a réellement déjà une démat en matière de régimes éco, puisque ça se fait par utilisation, par déclaration dans Delta, lorsqu'on a eu l'autorisation et qu'on, comme l'a dit le chef de bureau, on peut en assurer le suivi. Donc c'est déjà dématérialisé sur cette partie. Je crois que c'est important de le dire pour des réalités pratiques. Et deuxièmement, je crois qu'il faut rappeler absolument à tous les opérateurs ici présents, je précise aussi à Madame la Présidente de Christophe, il n'y a plus de cautionnement en matière de TVA. Donc c'est quand même très important de le rappeler. Il faut le rappeler régulièrement. Vous avez eu des contacts avec les différents ressorts régionaux. C'est une notion et une facilitation majeure. Merci Jean-Pierre. Oui, effectivement, c'est une précision très importante. Merci beaucoup, Madame de Blanchard, Monsieur Sub. Je crois qu'on va passer à la 3e table ronde.